Bonjour et bienvenue à l'IRCAM. Donc, moi, je m'appelle Marcus Noestenik, je travaille à l'équipe Espace acoustique et cognitif avec Olivier Varsvel. Donc, moi, je vais vous présenter la captation et traitement des scènes sonores en ambisonique. Donc, nous, on a besoin de la spatialisation sonore en temps réel à l'IRCAM, c'est pour la musique électronique. Pour expliquer ça, en 2006, par exemple, Nicolas Donat a fait une interview avec Jonathan Harvey, un compositeur qui travaille beaucoup à l'IRCAM, sur tous les aspects de la spatialisation sonore pour la musique contemporaine. Donc, je cite de cet article qui a été publié sur la revue Musique contemporaine. Donc vous avez sur l'écran la version anglaise. Moi, je me permets de faire tout de suite une traduction en français. Donc Jonathan Harvey a dit ce qui est fondamental pour moi est qu'il y ait un dialogue dans l'espace que le compositeur peut ou doit rendre clair et intéressant. Pour cela, la thématique de la spatialisation dynamique en mouvement est intéressante. Elle est également présente dans la vie ordinaire. Nous nous déplaçons sans cesse et nous percevons les sons avec une perspective en mouvement. Dans les salles de concert, en revanche, cela n'est pas du tout le cas. Pendant des siècles, nous avons utilisé des sons statiques, une spatialisation statique. Dans la musique d'aujourd'hui, nous sommes en train de changer ça. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Il y a besoin des compositeurs d'une spatialisation dynamique en temps réel. Donc, les systèmes de restitution sonore spatiale, en général, visent de façon générale à reproduire aux oreilles d'un auditeur dans l'espace les valeurs appropriées de ces indices de la localisation en fonction de la position souhaitée d'une source sonore virtuelle. Donc les indices fondamentaux qu'on a, les indices de la perception, c'est la différence entre les temps d'arrivée aux oreilles, donc en anglais ça s'appelle Interaural Time Difference, ainsi que la différence d'intensité. Donc c'est en anglais ILD, c'est Interaural Level Difference. Donc ces indices binauraux décrivent les relations entre les oreilles ou les signaux captés par les oreilles d'un écouteur. Donc nous, l'idée de la spatialisation sonore en général, c'est reproduire ces indices de la localisation. Donc, ces systèmes de restitution sonore spatiale se rangent en trois familles. Donc, on a stéréophonie et ses extensions. On a la synthèse du champ acoustique et binaural transoral. Donc, stéréophonie, c'est clair, c'est le stéréo, c'est vector-based amplitude panning, c'est surround. 5.1, 5.0, donc qui marche plutôt sur la panoramisation d'un son entre les HP. Donc nous, on travaille à l'équipe beaucoup sur la restitution du champ sonore. C'est comme Olivier a déjà expliqué, c'est la WFS, la synthèse du champ sonore. C'est un système multi-HP et l'ambisonique. Donc, moi, je vais vous présenter un peu les aspects à l'approche ambisonique pour la restitution du champ sonore. Donc, les modèles de restitution du son les plus utilisés encore aujourd'hui, c'est le stéréo et le 5.1. Donc, Olivier a déjà expliqué, si on prend par exemple le stéréo, ouais, ça marche. La spatialisation sonore marche que pour les personnes qui sont dans l'axe entre les HP, parce qu'on contrôle le niveau entre les HP ou le niveau des signaux envoyés aux HP gauche-droite. Donc si vous êtes plus proche un des HP, par exemple, les ondes sonores arrivent avant l'onde sonore à d'autres HP plus loin,
Donc la source fantôme, la source virtuelle va se déplacer vers l'HP plus proche. L'idée de la spatialisation sonore d'une restitution du champ acoustique physique, c'est plutôt, comme on voit ici, de restituer l'onde sonore complète dans la salle. Donc ça nous permet d'agrandir la zone d'écoute. Donc n'importe où vous êtes dans la salle, vous avez l'impression, comme ici, d'une source qui part derrière la ligne des HP. Donc, il se trouve que tout champ acoustique vérifie l'équation de Helmholtz, c'est un peu la mathématique, et peut à ce titre être décomposé sur la base. On a deux bases qu'on utilise forcément. C'est la base des coordonnées cartésiennes, c'est l'approche de la WFS, la solution de l'équation Helmholtz, c'est la fonction de Green, bon, voilà, c'est la mathématique. Et l'ambisonique utilise l'autre base, c'est des coordonnées sphériques. Donc la base de la décomposition, c'est les harmoniques sphériques. Je vais expliquer un peu plus tard qu'est-ce que c'est les harmoniques sphériques en détail. Donc ça marche pour la restitution et la captation du champ sonore. Donc on a l'approche ambisonique et en plus les microphones sphériques avec multicapteurs. Donc qu'est-ce que c'est l'ambisonique ou la spatialisation sonore par décomposition en harmonique? Donc je ne sais pas si vous connaissez l'analyse Fourier. Fourier a fourni l'outil mathématique de décomposition de phénomènes vibratoires complexes. Donc cette décomposition consiste en effet à représenter un signal sous la forme d'une superposition d'une série de fonctions sinusoïdales. Donc, tous les sons peuvent se décomposer en une série d'harmoniques. L'ensemble de ces fréquences harmoniques, ou peut-être aussi anharmoniques, représente le spectre sonore. Ça, vous connaissez bien, c'est une description du son. Donc, pour la spatialisation sonore par décomposition harmonique, ça consiste à représenter l'organisation spatiale d'une scène sonore, du champ acoustique, d'un point de vue angulaire, sous forme d'une superposition de fonctions périodiques dans l'espace. Et ça, c'est les harmoniques sphériques, chacune associée à un canal audio. Et ça, c'est les canaux qu'on a en format d'ambisonique. Donc, l'ensemble de ces fréquences harmoniques représente le spectre spatio-temporel, donc qui nous permet de faire l'analyse et aussi la synthèse du champ sonore. Voilà. Donc, si on prend ces fonctions harmoniques, on a par exemple ici, c'est l'ordre 0. L'ordre 0, c'est un monopôle qui correspond à une variation de pression homogène dans toutes les directions. Donc on n'a aucune information de la spatialisation, c'est que la pression au centre d'une sphère. Donc les trois harmoniques sphériques qu'on a ici, d'ordre 1, c'est les dipôles qui caractérisent chacune un gradient de pression selon une des trois directions de l'espace. Donc voilà, les autres harmoniques d'ordre supérieur, comme ici l'ordre 3, sont un peu plus difficiles à expliquer. Donc ces ordres supérieurs représentent des modes de vibration plus complexes. Donc, on peut dire qu'il nous permet de préciser de façon progressive la dépendance angulaire du champ acoustique. Donc, la description exacte de celle-ci requiert en théorie un nombre infini d'harmoniques. Donc ça, en pratique, on n'a pas un ordre infini d'harmoniques.
Donc ça pose de problème si on fait une pondération de la décomposition aux harmoniques, on a forcément des artefacts. Donc si on prend une simulation, ça c'est une onde, c'est l'onde sonore plane. Donc c'est une simulation et on veut bien reproduire ça avec l'ambisonique. Donc je laisse ça jusqu'à la fin, voilà. Donc si je prends l'ordre 1, on a dit on a des dipôles et un monopôle, ça se correspond directement au microphone Soundfield. Et on verra tout de suite que la restitution du champ sonore ne correspond pas forcément du champ sonore. Sauf il y a un petit point de quelques centimètres au centre de la sphère, c'est la sonde d'écoute, qui nous permet d'avoir une plus ou moins reproduction d'ondes sonores plane. Donc si je prends l'autre 3, c'est pas parfait, mais déjà mieux. Ça nous permet d'engrandir à la sonde d'écoute. On verra ici, on a une sonde d'écoute plus large qui nous permet d'avoir l'onde sonore qui représente bien l'onde sonore plane. Si ça, l'autre 3 en 2D, par exemple, c'est 7 HP autour les spectateurs. Si je prends l'ordre 20, donc 40 à 41 haut-parleurs autour les spectateurs, donc voilà, j'ai moins de problèmes avec la sonde d'écoute. Et j'ai une bonne reproduction du champ sonore acoustique. Donc ça, c'est-à-dire, parce que je pense que vous connaissez bien le microphone Soundfield. Donc ça, c'est la reproduction du champ sonore avec un Soundfield, un micro-Soundfield. Donc, c'est-à-dire, nous avons forcément besoin d'ordre supérieur pour la captation d'une scène sonore un peu plus complexe et pour la reproduction grand public. Donc ensuite, on va vous faire écouter une décomposition aux ordres 0 jusqu'à 3 d'une scène sonore. Donc on commence avec un dipôle, avec un monopôle, donc zéro information sur l'espace. Après on passe, c'est une source qui est à cette position-là, on passe à l'ordre 1, ordre 2, ordre 3, voilà, vous avez l'impression d'avoir une source qui est plus précise dans l'espace. Et voilà, on peut commencer, Thibaut, s'il te plaît. Barrio de tango, luna y misterio, calles legendas, como estarán. Donc, aucune information dans l'espace. À l'ordre 1, vous avez l'impression d'avoir une source où l'espace est vissé. Luna y misterio, calles legendas, como estarán. Ordre 2. Barrio de tango, luna y misterio, calles legendas, como estarán. Et l'ordre 3. Maintenant, vous avez une source bien précise dans l'espace. Barrio de tango, luna y misterio, calles legendas, como estarán. Donc voilà. S'il ne me reste que 5 minutes, on va faire tout de suite tourner une source décomposée à l'ordre 1 et à l'ordre 3. Donc ça c'est avec l'ordre 3, vous avez une source qui n'est pas, avec l'ordre 1, désolé, vous avez une source qui n'est pas très bien définie dans l'espace, et ça c'est une source d'ordre 3, donc on commence avec l'ordre 1, s'il te plaît, s'il est bon. Barrio de tango, luna y misterio, calles legendas, como estarán, viejos amigos que hoy me recuerdo, que se habrán hecho, donde andarán, barrio de tango. Donc on passe à l'ordre 3.
Barrio de tango, luna y misterio, calles leyendas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy me recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Donc voilà. Le principal intérêt du format ambitionique est que l'encodage est indépendant du dispositif de restitution et hiérarchique. C'est-à-dire le signal envoyé à chaque haut-parleur est une combinaison linéaire des canaux correspondant à chaque harmonique. Donc les coefficients ne dépendent que du nombre et de la position des enceintes pour la reproduction au dos des auditeurs. Mais nous avons besoin d'un nombre de haut-parleurs supérieur ou égal au nombre de canaux. Et en plus, je pense que c'est clair, il faut distribuer les haut-parleurs régulièrement autour des spectateurs. C'est clair, si on a tous les haut-parleurs devant les spectateurs, on ne peut pas reproduire des sons à 360 degrés. Donc, pour la captation ou l'enregistrement d'ondes bioniques, on peut bien enregistrer une scène sonore complexe comportant de nombreuses sources. Nous avons besoin de microphones sphériques d'ordre supérieur, donc avec beaucoup de capsules. Si on parle de 3D, on prend, si M est l'ordre de la décomposition d'un bosonique, on a besoin 1 plus 1 en carré capsule, c'est-à-dire pour l'ordre 3, c'est 16 capsules. On peut en plus encoder les micros à point directement avec un encodeur pour une organisation trois-dimensionnelle dans l'espace. On peut réorienter facilement à la domaine ambitionique et aligner spatialement la scène en 3D en général. Donc, vous connaissez bien le microphone Soundfield. Ça, c'est Michael Gerson qui a développé l'ambitionique avec Peter Graven. Donc, c'est un premier microphone Soundfield. Maintenant, les micros d'ordre supérieur sont disponibles. On a par exemple l'Eigenmic à gauche. Donc, vous pouvez acheter ce microphone-là avec, je pense, c'était 32 capsules. À droite, c'est un développement à l'université de Tohoku, Sendai en Japon. C'est un microphone avec une taille de quelques centimètres de 120 capsules. C'est des microphones numériques. Donc, on est en train de mesurer la réponse impulsionnelle de ce microphone-là et aussi à vérifier si c'est utile. Cette approche nous permet, si c'est des microphones numériques, de brancher seulement un seul câble réseau et récupérer toutes les données en temps réel. Donc tout de suite, une scène sonore, on va jouer une source mono, une chanteuse, 3 guitares, et après quelques secondes, on va déplacer les sources dans l'espace. Thibaut, s'il te plaît, l'exemple 7. Donc voilà.
Maintenant, ensuite, on va rajouter, on va prendre que la chanteuse, on va rajouter une spatialisation sonore pour la réverbération en 3D. Ça fait un espace plus large, mais en 3 dimensions. Ça, c'est l'avantage si on prend l'ambisonique aussi pour la réverbération. Donc, Thibaut, s'il te plaît. Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Voilà. En conclusion, pour la restitution sonore spatiale avec l'ambisonique, nous avons besoin d'un nombre d'haut-parleurs supérieur ou égal au nombre de canaux. Nous avons besoin des haut-parleurs régulièrement distribués dans l'espace autour, sur un cercle ou sur la sphère autour des auditeurs. Mais l'avantage, c'est une scène sonore peut être décodée sans déformation à l'ordre inférieur, mais c'est clair avec une précision spatiale inférieure. Pour la prise de son, on a l'encodage. On sait l'encodage est indépendant du dispositif pour la restitution. Et on a la disponibilité des microphones d'ordre supérieur qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, en 2009, nous avons créé un colloque international ambisonique sur l'ambisonique et l'acoustique sphérique. Donc, pour considérer en général la théorie de l'acoustique sphérique, ambisonique, les antennes sphériques du microphone et traitement du signal associé, donc toute l'holophonie à la domaine sphérique. Donc c'était en 2009 à Graz, à l'université de Graz, 2010 à l'IRCAM Paris, et en 2011 à l'université à Kentucky à accueillir ce colloque d'ambisonique. Donc je vous remercie pour votre attention et voilà.